Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire sur l'accréditation des médecins et des équipes médicales. Je suis Anne-Marie Tsarasketa, chargée de projet gestion des risques au CECA, et je suis accompagnée du docteur Maric Grenouillet, ici présente, qui n'est pas là, voilà, du docteur Maric Grenouillet, qui est médecin praticien, chef de projet et responsable scientifique au CECA, et qui travaille plus particulièrement à la mission EIGS du CECA, c'est-à-dire sur l'analyse des événements indésirables graves liés aux soins. On a un petit problème technique. Donc, excusez-nous pour ce début. Donc, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire le docteur Laetitia May, qui est le chef du service évaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins à la HAS, encore appelé plus familièrement CEVOX, et qui va nous présenter le dispositif d'accréditation des médecins, des activités dites à risque, ainsi que son évolution vers l'accréditation des équipes. Notamment, elle nous parlera également des liens qui sont à faire entre cette accréditation des médecins et des équipes médicales des activités à risque et puis la certification des établissements de santé et puis également d'autres évolutions par rapport à cette accréditation. Et enfin, nous avons également la chance, et nous les remercions bien sûr de leur présence ici, c'est d'accueillir le docteur Caroline Rivera, qui est chirurgien thoracique et cardiovasculaire à l'hôpital de Bayonne, ainsi que son équipe, en tout cas une partie de son équipe. Et ils vont nous présenter, eux, le côté expérientiel, ce qu'on appelle, pour les patients, on va dire le vécu expérientiel. Donc là, ce sera pour l'équipe de cette accréditation et des différents aspects pratiques, bien sûr, qu'ils ont vécu. Bref, leur retour d'expérience avant, pendant et après cette période d'accréditation, donc qui a été couronnée de succès pour leur équipe. Alors avant de commencer, je voudrais juste rappeler brièvement le mode d'emploi de cette conférence. Vous avez un chat qui est représenté par une petite bulle rouge avec 3 points dans l'onglet questions. Donc, vous pouvez tout à fait faire des commentaires, des interventions, nous poser des questions par le biais de ce chat et nous y répondrons bien sûr soit au fil de ce webinaire, soit après par le biais d'une réponse aux questions par écrit. Par ailleurs, nous mettons dans le chat de ce webinaire un questionnaire d'évaluation que nous vous remercions de répondre avant de quitter le webinaire tout à l'heure à la fin, parce que les réponses sont importantes pour nous pour connaître votre perception et votre intérêt, et ça nous permet de nous améliorer. Et ensuite, petit conseil technique pour ne pas avoir de difficultés, soit à nous voir, soit à nous entendre. Nous vous engageons à fermer toutes les autres pages Internet, bien sûr, autres que celles que vous utilisez pour nous voir. Et puis, si cela ne va toujours pas, de voir s'il vous est possible de fermer les différentes applications et appareils qui sont autour de vous. Et puis de vérifier, bien sûr, également les pare-feux. Je réponds à une question qui est certainement sur toutes les lèvres. Est-ce qu'il y aura un replay du webinaire? Donc, la réponse est oui. Chaque jour, en fait, le CECA propose un webinaire et un retour d'expérience qui peuvent être retrouvés sur le site du CECA. Donc, durant cette semaine sécurité des patients, sur des thématiques différentes à chaque fois et sur des retours d'expérience donc d'événements indésirables graves issus de l'analyse de ces événements graves et qui sont enregistrés également sous forme de podcast
et donc vous pouvez retrouver dans la rubrique Semaine sécurité des patients sur le site du CECA. Donc je crois que j'ai tout dit à peu près. Donc pour ne pas perdre de temps, eh bien commençons par la première partie de ce webinaire avec le docteur Laetitia May, qui va nous présenter donc le dispositif d'accréditation des médecins et des équipes médicales, et que nous remercions vivement de cette participation à ce webinaire. Donc, docteur May, c'est à vous. Bonjour à tous et ravie d'être présente aujourd'hui pour vous présenter ce dispositif, ce programme d'accréditation des médecins et équipes médicales. Alors par contre, c'est vous qui passez les diapos pour moi, hein, parce que je n'ai pas la main pour passer les diapos. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais vous rappeler ou peut-être tout simplement vous faire connaître de quoi nous allons parler exactement et qu'est-ce qu'est l'accréditation des médecins et des équipes médicales. Et puis, parce que ça a été une demande très appuyée du CECA, mais aussi, je crois, d'un certain nombre d'entre vous, du lien avec les établissements de santé, notamment dans le cadre de la certification des établissements de santé et un focus que je ferai sur un rapport qui vient d'être présenté pour des leviers pour voir comment déployer l'accréditation et les équipes médicales, et un point sur la gouvernance hospitalière. Et enfin, et pas des moindres, un lien avec la certification périodique des médecins, qui est la prochaine étape évidemment importante, et le lien avec l'accréditation. Diapositive suivante. Alors, le programme, alors je vais vous demander d'appuyer au moins 3 fois. Voilà, le programme d'accréditation. Voilà, merci. Le programme d'accréditation, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un programme volontaire, tous les mots ont de l'importance, de gestion des risques médicaux en établissement de santé. Et aujourd'hui, que l'on peut proposer en individuel ou en équipe médicale. Ça s'adresse aujourd'hui à des médecins, mais on verra que dans la pratique, on inclut beaucoup d'autres professionnels. Alors, ce programme, il date maintenant, puisqu'il a été mis en place en réponse dans les années 2000 à la crise assurantielle rencontrée par certaines professions, notamment les gynéco-obstétriciens et les anesthésistes réanimateurs. Et donc, en 2007, a vu le jour de l'accréditation individuelle. Alors, c'était une contrepartie d'une aide pour ces médecins qui étaient en difficulté d'assurance. Et donc, en contrepartie d'un investissement en termes de gestion des risques, ils étaient aidés au niveau de leur assurance. Donc, ça a beaucoup concerné les privés à cette époque dans les établissements de santé. Et puis, le dispositif a maturé et a évolué. Et en 2012, nous avons pu mettre en place l'accréditation en équipe qui était déjà demandée, mais il fallait le faire par étapes. Et puis, vous voyez qu'en 2022, on est à la refonte de l'accréditation. Je vais vous en parler. Donc, je vous ai dit, ça concerne les médecins et les équipes médicales exerçant aujourd'hui une spécialité ou une activité dite à risque en établissement de santé. Les spécialités dites à risque, et vous le comprenez au regard de la mise en place du dispositif qui concernait finalement, non, merci, les spécialités, donc un certain nombre de spécialités. Donc les spécialités donc chirurgicales, donc toutes les spécialités chirurgicales sont représentées. Les spécialités interventionnelles, aujourd'hui, nous avons la gastrologie interventionnelle et la radiologie interventionnelle, l'anesthésie-réanimation et la réanimation médicale aussi, et l'échographie fétale. Pour qu'un médecin ou une équipe soit accrédité, il faut d'abord qu'un organisme agréé soit agréé par la Haute Autorité de Santé, et donc un organisme qui représente les pairs de la spécialité, qui va gérer le programme et les médecins. Et donc aujourd'hui, sur 18 spécialités ou dites à risque ou activités dites à risque, nous avons 16 organismes agréés. 2 sont en réflexion, c'est la réanimation médicale et les ophtalmologues. Par contre, par exemple, aujourd'hui, la pneumologie interventionnelle n'est pas représentée et pour des raisons de, a priori, peu d'intérêt pour ce dispositif. Donc, ce programme, qui est un programme médicalisé et qu'on construit avec les pairs de chaque spécialité et la Haute Autorité de Santé, et donc dans un cadre scientifique proposé par la Haute Autorité de Santé et validé par la Haute Autorité de Santé. Et nous assurons aussi le système national d'information
médicale pour l'accréditation et donc toute la logistique qui est fournie par la Haute Autorité de Santé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez appuyer plusieurs fois, voilà, très bien. Donc, en fait, comment ça se passe, un parcours d'accréditation? Le médecin ou l'équipe s'engage en fait pour 1 an. En fait, il est mis à l'épreuve pendant 1 an avant de pouvoir faire un bilan d'accréditation qui va permettre à la Haute Autorité de Santé de délivrer un certificat d'accréditation qui est valable 4 ans. Ce certificat d'accréditation sera valable 4 ans sous réserve, malgré tout, d'un certain nombre de choses à faire tous les ans avec un bilan annuel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, si le médecin ou l'équipe ne réalise pas ce qui lui est demandé, on peut lui retirer son accréditation. Si par contre, il réalise toutes les activités qu'on lui demande, son certificat d'accréditation est valable 4 ans et peut faire valoir, on le verra après, un certain nombre de choses. Et donc, au bout de 4 ans, il redépose un bilan, il refait un bilan d'accréditation et ça redonne de nouveau, cette fois-ci, un certificat pour 4 ans. Alors, diapositive suivante. Qu'est-il demandé aux équipes et aux médecins et à l'équipe et aux médecins d'abord et à l'équipe médicale ensuite? Vous voyez que le modèle en 2006, on déclarait, alors c'était beaucoup basé sur la déclaration d'événements indésirables associés aux soins. Et donc, le médecin avait l'obligation de déclarer 1 à 3 événements dans l'année. Dans une année, c'était des événements indésirables porteurs de risques jusqu'à des événements indésirables aujourd'hui qui peuvent être graves. Et au tout départ, en 2006, c'était vraiment des événements, ce qu'on appelait porteurs de risques, qui ne portaient pas conséquence aux patients. Le médecin a des obligations de mettre en place des recommandations. Par exemple, là, je vous ai pris un exemple de la gestion des anticoagulants, qui est bien sûr recommandée par la spécialité, recommandée par la spécialité. Et puis, ils ont toute une panel d'activités à faire. Je vous en ai cité quelques-unes, comme le registre, des activités de développement professionnel continu, un DPC pour développement professionnel continu, d'enquête, de formation. En équipe, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on va chercher la cohésion d'équipe et le travail en équipe. Donc, bien sûr, il y a toujours ces mêmes types d'activités. La différence, c'est que les événements indésirables associés aux soins, on va demander qu'ils soient analysés collectivement en revue de morbimortalité avant d'être déclarés. Donc, la déclaration, elle se fait dans le cadre d'un dispositif, vous l'avez compris, qui est géré par la HAS, donc d'un système d'information géré par la HAS, qui est complètement anonymisé. Donc, c'est en déclaré par le professionnel ou l'équipe à l'organisme agréé et qui arrive à la Haute Autorité de Santé de façon anonymisée. Mais là, le plus avec l'équipe, c'est que c'est vraiment débriefé et analysé collectivement en RMM local avant d'être déclaré dans le système d'information de l'accréditation. Sur les recommandations, on va aller un peu plus loin. On va demander aussi à l'équipe de voir comment les recommandations sont adaptées localement. Et enfin, sur toutes les activités, on va mettre un accent sur tout ce qui a du sens pour l'équipe en termes de communication, de partage de connaissances, de protocolisation, par exemple. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, en termes de déploiement de l'accréditation, juste pour vous dire où on en est, on considère qu'il y a à peu près 35 000 médecins qui sont éligibles à ce dispositif. Aujourd'hui, on a 8 200 médecins actifs et beaucoup d'établissements du privé. Et donc, vraiment, notre objectif depuis 2020 est de faire entrer des salariés du public. Et vous voyez que cette progression de plus 4%, elle est beaucoup représentée par les établissements du public. Et notamment sur un mode équipe. Et vous voyez, même chose, cette progression de ces équipes qui représentent aujourd'hui pas mal de médecins, puisque vous avez 29% des médecins qui sont en équipe. Vous voyez que nous avons une base d'événements indésirables associés aux soins que nous appelons la base REX, qui est considérable avec 142 000 événements indésirables associés aux soins depuis la mise en place du dispositif et qui s'alimente tous les ans de environ 8 000 médecins par an, puisque nous avons au moins un événement indésirable par médecin qui est déclaré. Et vous voyez qu'en plus, nous formons chaque année des experts qui aident les médecins, qui accompagnent les médecins dans le dispositif. Et donc, tous ces médecins, évidemment, sont des médecins qui sont formés à la gestion des risques et à la culture sécurité. Donc, on peut considérer que les médecins actifs dans le dispositif plus les experts, tout ça sont des viviers de médecins qu'il va falloir
aller chercher dans le cadre, par exemple, de la certification de vos établissements de santé. La diapositive suivante, s'il vous plaît. En termes de, juste pour vous donner un peu une idée des spécialités qui travaillent sur les équipes, par exemple, les anesthésies et réanimations sont celles qui ont le plus d'équipes, mais aussi derrière la chirurgie urologique, les radiologues, les hépatogastro-entérologues, les gynéco-obstétriciens. Et puis après, vous voyez que c'est un peu anecdotique et vous ne voyez pas deux grosses spécialités qui sont les orthopédies et les viscéraux, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas proposé cette modalité équipe, mais ils y viennent. Et ils y viennent parce que nous sommes en train de déployer une démarche en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que nous sommes en train d'accréditer des médecins qui travaillent aussi en anesthésie-réanimation avec des médecins, par exemple, en orthopédie. Et vous voyez que ça a du sens puisque aujourd'hui, 22 équipes sont accréditées pour la deuxième fois. Ça veut dire que ça fait déjà 9 ans qu'elles sont au moins dans ce dispositif. Diapositive suivante. Alors aujourd'hui, notre challenge, c'est de faire déployer ce dispositif dans les établissements du public. On en a quelques-uns aujourd'hui qui sont bien sûr concernés, mais vraiment, il faut qu'on monte en charge dans le secteur public parce qu'aujourd'hui, on a une vision du risque assez finalement biaisée par une vision très privée de déclaration des événements qui se passent dans le privé. Et tous les feux sont ouverts pour y arriver, puisque d'abord, on a un financement sécurisé des organismes agréés qui est arrivé en janvier 2022. On a ce rapport dont je vais vous parler brièvement, mais avec un focus sur la gouvernance des établissements de santé et que je vous encourage à aller regarder parce qu'il y a plein d'idées pour que ça se déploie dans les établissements du public. Et puis surtout, on a la compatibilité avec d'autres dispositifs tels que le DPC, le développement professionnel continu. Aujourd'hui, l'accréditation vaut déjà DPC, ça veut dire qu'un médecin accrédité qui n'a pas envie de faire autre chose que le DPC, que d'autres actions du DPC, peut, avec son certificat, sa accréditation, valider son DPC. Donc, c'est déjà énorme. Vous allez voir, je vais vous faire le lien avec la certification des établissements de santé. Et puis, vous allez voir, on est en train de construire les liens avec la certification périodique des professionnels qui devient obligatoire pour tous les professionnels de santé en janvier 2023. Diapositive suivante. Alors, le lien avec l'établissement de santé. Rapidement, sur la certification des établissements de santé, comment l'accréditation rentre en compte? D'abord, en termes de critères impératifs, donc vous savez, ce critère impératif qui fait que si il n'est pas rempli par l'établissement de santé, éventuellement, la Haute Autorité de Santé peut décider de ne pas certifier l'établissement de santé. Donc, c'est un critère très important sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins. Je vous ai mis l'ajustement 2023 et c'est en lien avec le service d'Anne Chevrier de la certification des établissements de santé qui annonce un petit ajustement du critère. Et donc, je vous laisse prendre connaissance de la modification du critère. Ce qui est important, c'est le lien qui est fait avec l'accréditation des médecins. Vous avez compris que l'accréditation des médecins ou des équipes, ils font de l'analyse d'événements indésirables associés aux soins. Donc, en ayant des équipes ou des médecins accrédités, forcément, il y a ce critère qui est en partie rempli, puisque ça veut dire que les professionnels analysent leurs pratiques à partir d'événements indésirables associés aux soins et elles en découlent des plans d'action. Donc, en ayant des médecins et des équipes accréditées, l'établissement de santé répond déjà en partie à ce critère-là. Donc, vous voyez que c'est un critère extrêmement intéressant qui fait le lien entre l'accréditation des médecins et la certification des établissements de santé. Diapositive suivante. Et donc, le zoom sur le critère qui parle spécifiquement de l'accréditation. Donc, quand vous aurez le diaporama, tous les liens sont cliquables et vous aurez le lien vers tous les petits documents qui expliquent comment finalement doit être managé ce critère. Donc, vous avez un document pédagogique qui s'appelle l'accréditation des médecins et des équipes médicales selon le référentiel de certification avec 2 éléments d'évaluation. Un qui concerne la gouvernance de l'établissement de santé qui doit promouvoir le programme d'accréditation et des équipes médicales dans l'établissement de santé. Et puis, un deuxième qui est très factuel, qui sont les secteurs ayant une activité ou une spécialité dite à risque, ont des médecins ou des équipes accréditées. Donc, si on va, diapositive suivante, de façon plus précise sur ces 2 critères, vous voyez que sur 621 visites au 25 octobre 2022, donc c'est vraiment des chiffres tout récents donnés par le service d'Anne Chevrier,
vous voyez qu'un établissement sur 2 ne répond pas à l'attendu du critère. Alors, heureusement, c'est aujourd'hui un critère qui vaut du plus pour l'établissement de santé, qui n'est pas un critère impératif, parce que vous voyez que si c'était un critère impératif, eh ben, ça pénaliserait beaucoup les établissements de santé qui ne pourraient pas être certifiés. Donc, aujourd'hui, on a bien l'intention de monter petit à petit au terme des années l'exigence vis-à-vis de ce critère. Et vous voyez qu'on a 2021-2022 des critères, on va dire, très soft, mais les années suivantes, on va, au regard de la montée en charge du dispositif, aller de plus en plus. Et j'espère bien qu'un jour, ce critère deviendra impératif pour que chaque établissement de santé ait des équipes ou des médecins accrédités. Et donc, si on regarde les éléments d'évaluation, finalement, la gouvernance peut faire mieux puisque seulement on a un score moyen de 58 sur 100 pour la gouvernance qui doit promouvoir l'accréditation. Et puis, dans les secteurs qui doivent avoir des médecins accrédités, vous voyez que c'est pareil, on est à 63 sur 100. Donc, en termes de lien avec l'établissement de santé, diapositive suivante, rapidement, je vous encourage à aller regarder ce rapport qui vient de sortir et d'être publié. Même chose, vous l'avez en lien et je crois dans les documents distribués aussi, vous l'avez en lien. Donc, le principe et préconisation, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce rapport. Évidemment, ça met beaucoup l'accréditation en avant et on joue beaucoup sur finalement les valeurs portées par le dispositif d'accréditation qui sont sécurité et sens du soin, l'équipe comme valeur et comme compétence collective de l'équipe, avec derrière la qualité de vie au travail qui peuvent contribuer à améliorer finalement la gestion des risques en établissement de santé et à avancer sur qualité et sécurité des soins en établissement de santé. Donc, je vais vous faire juste un focus sur, diapositive suivante, quelques grands principes. Donc, les propositions sont de ce rapport, voilà, il y a 6 grands chapitres. Vous les lisez là et donc ce qui est intéressant, c'est on parle aussi des attentes et de l'implication des patients, de la formation à la sécurité des soins, du développement des incitatifs. Mais moi, je vais vous faire un focus sur faire de la sécurité des soins une priorité de la gouvernance hospitalière et territoriale. Et je vais m'arrêter sur la focus non pas territoriale, mais gouvernance hospitalière. Merci pour la diapositive. Donc, comme vous voyez, donc, je vous encourage à aller regarder de façon spécifique. Ce qu'il faut retenir de cette diapositive-là, c'est que la gouvernance, en fait, il y a beaucoup de choses axées sur le lien entre la CME, la direction qualité gestion des risques, le coordonnateur de la gestion des risques et l'accréditation des médecins. Pour dire que quand finalement, il y a un binôme direction de la qualité qui peut porter la médicalisation des objectifs de la qualité et de la sécurité des soins, eh ben, en fait, ça intéresse évidemment l'accréditation des médecins parce que l'accréditation des médecins est finalement une façon de médicaliser la gestion des risques. Et en plus de répondre à cette déclaration des événements indésirables internes et à l'établissement, en faisant le lien avec et en utilisant les ressources qualité de l'établissement de santé, l'établissement peut aider méthodologiquement aussi l'accréditation des médecins et des équipes et on peut faire ce lien entre les équipes et la démarche qualité, l'appui logistique et méthodologique des directions qualité que peuvent proposer leurs services, qui peuvent du coup avoir le retour d'informations et le partage d'informations sur les événements indésirables. Moi, aujourd'hui, je dis que ça n'a pas de sens, évidemment, de faire une analyse approfondie des événements indésirables sans qu'il y ait la partie établissement de santé et sans la partie analyse systémique. Un médecin qui déclare seul son événement indésirable et qui ne regarde pas ce qui peut faire bouger au niveau analyse systémique de l'événement, ça n'a pas de sens. Donc là, on fait vraiment le lien entre l'accréditation, la démarche qualité-gestion des risques, les méthodes qualité-gestion des risques dans l'établissement de santé. Et donc, l'idée, évidemment, elle est de répondre et de mettre en œuvre des actions qui ont le plus de sens pour les équipes. Et donc, il y en a plein qui sont évidemment objectivés dans le cadre d'équipes qui seraient accréditées. Donc, il faut y aller et il faut vraiment faire ce lien. Et puis, il peut y avoir aussi, aller encore un petit peu plus loin et d'assurer la publicité au sein des établissements de santé, des équipes vis-à-vis des usagers, puisque vous avez peut-être aperçu rapidement qu'on délivre en plus du certificat individuel un petit diplôme, un petit certificat d'accréditation en équipe qui plaît beaucoup, dans lequel on liste les médecins, mais aussi à terme
les paramédicaux qui travailleraient avec les médecins dans le cadre de l'accréditation des médecins. Et ça a beaucoup de sens pour les usagers de voir finalement une équipe accréditée et engagée dans cette gestion des risques. Et puis enfin, et je vous en ai déjà parlé au tout début, ces médecins qui sont accrédités en individuel, en équipe, ou qui sont même finalement experts de l'accréditation, c'est des médecins qui sont aguerris à la culture sécurité, qui peuvent être des relais, des ambassadeurs, des formateurs à la culture sécurité. Donc, il faut ne pas hésiter à les intégrer dans votre réseau de qualité sécurité au sein des établissements de santé. Voilà, et pour terminer, 2 diapositives, la diapositive suivante sur le lien avec la certification périodique. C'est un enjeu majeur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on veut simplifier et on porte la simplification des dispositifs. Il faut arrêter d'empiler les millefeuilles. Et comme l'accréditation des médecins et des équipes est un modèle très complet et très exigeant, évidemment, aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé porte le fait qu'il faut que ça vaille équivalence et certification périodique, comme ça le vaut aujourd'hui des PC. Pour cela, nous avons fait évoluer notre modèle, qui, vous le voyez à gauche, c'était le modèle standard que je vous ai décrit. Nous l'avons fait évoluer pour caler aux exigences de la certification périodique et répondre donc aussi à ce qui est demandé en termes de santé du professionnel et de relation avec le patient. Diapositive suivante. Donc, nous avons fait évoluer le cahier des charges de l'accréditation. Et donc, sur cette diapo, vous voyez très rapidement, évidemment, les briques aujourd'hui de la certification périodique, actualiser les connaissances et les compétences, renforcer la qualité des pratiques professionnelles, santé du professionnel et relations avec les patients. Et en dessous, vous avez en quoi répond l'accréditation des médecins et des équipes avec des exemples très concrets pour répondre à la certification périodique. Nous sommes en train, avec les organismes agréés, de mettre à jour tous les programmes et de proposer des actions. Et les organismes agréés et avec les programmes d'accréditation sont en lien évidemment avec leur CNP, qui est l'organisme de pair qui doit travailler, qui doit proposer la certification périodique pour porter l'accréditation des médecins. Donc, évidemment, c'est vraiment un grand pas et beaucoup de choses à faire évoluer. Mais nous avons anticipé pour être tout de suite au point. Et aujourd'hui, il y a déjà une reconnaissance de 2 briques sur les 4, mais on voudrait que ça aille plus loin et que les 4 briques puissent être reconnues à terme et que donc l'accréditation des médecins et des équipes vaille certification périodique. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions et j'espère que cette présentation vous a permis d'y voir un peu plus clair sur le dispositif d'accréditation et des médecins et des équipes, bien sûr. Merci à tous. Et je partage l'écran. Merci beaucoup, Dr May, pour cette présentation extrêmement claire et fouillée. Et je pense qu'il fera plaisir sans doute à beaucoup de médecins sur la certification périodique pour voir quant à la relation entre l'accréditation et puis donc cette certification périodique. Alors, je regarde le chat et je vois qu'il n'y a pas de questions, tellement votre présentation était claire. Les gens qui assistent à ce webinaire n'ont pas de questions. Moi, j'en aurais une petite, ce serait sur cette superposition dans la certification des établissements de santé entre les RMM qui sont obligatoires en chirurgie, cancéro et anesthésie-réanimation. Donc, ce fait de faire des RMM et puis le fait avec l'accréditation, d'en faire, je crois que c'était 4 ou 6, je ne me souviens plus. Alors, est-ce que ça peut se superposer ou c'est exclusif? Non, tout à fait. En fait, moi, j'ai toujours beaucoup de mal à entendre qu'il y a des RMM institutionnels obligatoires, etc., dans les secteurs à risque. Bien sûr, mais en fait, ça n'a de sens que si ces RMM sont discutés, proposés par les professionnels eux-mêmes. Donc, dans le cadre de l'accréditation en équipe, en particulier, pas en individuel, mais en équipe, comme il y a des événements indésirables qui doivent être analysés collectivement en RMM, il faut partir de ces RMM
inclure tous ceux qui doivent participer à la RMM pour que ça ait du sens. Et bien sûr que ça fait valoir le critère RMM dans le secteur d'activité pour la certification des établissements de santé. Il n'y a pas besoin de faire autre chose si c'est déjà fait dans le cadre de l'accréditation des médecins. Donc, ça répond aussi à ce critère-là. Donc, on est bien d'accord qu'il faut une bonne communication Oui. entre ce qui se passe entre le service qualité, entre les directions de service ou de pôle, Exactement. et puis ceux qui pratiquent l'accréditation des médecins ou des équipes. C'est vrai qu'il y a une grande période, et peut-être que c'est pour ça qu'on insiste sur la gouvernance maintenant, où justement chacun faisait un peu ses petites affaires dans son coin, et l'établissement notamment n'avait pas de visibilité sur ce que les médecins faisaient dans le cadre de leur accréditation. Et alors, c'est très vrai encore, effectivement, servir aux équipes et à l'établissement. Alors, c'est encore très vrai dans le cadre de l'accréditation individuelle. Et c'est pour ça que nous, on croit beaucoup à l'accréditation en équipe. Parce qu'avec l'accréditation en équipe, on revient sur le collectif. On dit qu'il faut inclure pour nous le gestionnaire de risque, la méthodologie que l'établissement peut fournir pour aider à mettre en place méthodologiquement et logistiquement CRMM. Et après, les événements sont rapportés par les médecins. La discussion sont faites collégialement avec les professionnels autres que médicaux qui sont concernés par les événements concernés, et on peut évidemment inclure d'autres professionnels. Et donc après, par contre, en termes de retour, bien sûr, le compte-rendu doit respecter toute la méthode des RMM institutionnels qui auront été définis. Mais il n'y a pas besoin de mettre autre chose à côté. C'est vraiment aujourd'hui ce à quoi on pousse, c'est de discuter ensemble et vraiment de finalement capitaliser sur toutes les compétences et potentialiser finalement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des médecins qui auraient déjà travaillé sur un sujet. Et au niveau gestion des risques, je suis sûre qu'avec tous les événements rapportés dans le cadre de l'accréditation des médecins, la gestion des risques sera tout à fait suffisamment enrichie des actions. Sans parler des systèmes de signalement. Sans parler des systèmes de signalement, exactement. Au passage. Au passage, tout à fait. Je voulais vous poser une question aussi sur le financement. Oui. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour le financement concrètement? Alors, en fait, pourquoi c'était important aujourd'hui? Il y a deux choses. J'en ai pas parlé, enfin, j'en ai parlé un tout petit peu au tout début. Les médecins du privé, il y a toujours une aide quand ils ont une assurance trop importante, ils sont toujours aidés par la CNAM pour payer leur assurance. Mais ça, c'est pas de ça dont on parle. Nous, on parle d'un financement qui a été donné aux organismes agréés, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'au début de l'année dernière, finalement, des organismes agréés faisaient du bénévolat. Et donc, évidemment, le modèle économique a ses limites. Et donc, on a eu pas mal, c'était critique, hein, on a des organismes agréés qui ont déposé, voilà. Donc là, le financement, là, il était pour aider les organismes agréés à structurer quelque chose d'un peu fiable, parce que vous l'avez vu, sans les organismes agréés, moi, je ne suis pas capable, en fait, l'AHS n'est pas capable d'accréditer un médecin. Parce que en fait, on laisse faire la spécialité et la gestion des médecins, c'est d'abord par les organismes de pairs. Donc en fait, il fallait trouver un financement pérenne par ces organismes agréés, ce qui a été trouvé en début d'année, sous réserve évidemment de beaucoup de choses qu'on attend des organismes agréés, et par exemple de faire évoluer leur programme pour que ça bail certification périodique. Et après, il y a toute une campagne de communication. Et donc là, le financement là qui a été débloqué, c'est pour les aider à tenir bon et à faire le travail qu'on leur demande. Alors, quand vous dites évolution des programmes, c'est-à-dire? Donc, l'évolution des programmes d'accréditation par spécialité, c'est en fait, ils doivent travailler, ils doivent proposer des actions aujourd'hui qui ne sont pas définies en lien avec la qualité relationnelle du patient et en lien avec leur santé au travail. Et aujourd'hui, les CNP qui doivent proposer ces actions-là n'ont pas beaucoup de choses à proposer et comptent beaucoup sur les organismes agréés pour proposer des actions. D'accord. C'est les deux derniers ronds. Exactement.
les deux briques qui sont moins développées que les autres. D'accord, très bien. Exactement. Parfait. Alors, tu as des questions, Marie? Voilà, docteur Marie Grenouillet, justement, je souhaiterais rebondir sur les deux derniers items, en fait, de l'accréditation, à savoir la santé du professionnel. Comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que le professionnel doit apporter comme élément en lien avec sa santé? Ouais, ça paraît jusqu'à présent, il y a normalement une santé au travail, mais qui est un petit peu en difficulté, comme tous les corps de professionnels du système de santé. Donc voilà, comment le professionnel de santé peut… Alors, en fait, on est en train de construire. On est en train de construire avec les organismes agréés les actions qui pourraient répondre à ça. Donc, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. On a le référentiel, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, je pourrais vous le mettre dans les documents joints, le référentiel de la certification périodique qui a été produit par un autre service de la Haute Autorité de Santé qui donne une énorme revue de bibliographie sur tout ce qui est déjà existant, mais qui ne rentre pas de façon très concrète dans ce que pourrait être une action demandée aux professionnels. Et en tout cas, nous, on a un atelier vendredi prochain avec les organismes agréés parce qu'on est en train de travailler avec toutes les spécialités que je vous ai listées en début qui sont concernées par l'accréditation des médecins pour voir quelles actions ils pourraient proposer pour répondre à ces deux piliers, que ça soit santé du professionnel ou relation patient. Parce qu'en théorie, il y a plein de choses, mais en pratique, après, il faut quand même tracer, il faut donner quelque chose en regard, il ne faut pas que ça soit n'importe quoi. Et donc, on est en train de travailler avec eux. Et aujourd'hui, encore une fois, ce sont deux briques qui sont les moins développées. Il y a beaucoup de choses en même temps qui sont, qui bougent, qui sont, y compris par les structures régionales d'appui, on le sait, hein, qui sont proposées par exemple pour la relation patient. Mais il faut le transformer en action concrète et traçable pour un médecin ou une équipe, et ça, c'est moins évident. Donc, on est en train de travailler là-dessus et chaque spécialité sera en capacité, je pense, d'ici 2023, mi-2023, d'avoir un programme à jour qui répond aux exigences de la certification périodique. Très bien. Donc, je me permets de faire un tout petit peu de publicité pour nos webinaires de la semaine, puisque vendredi, on a un webinaire sur l'expérience patient et la certification, justement. Voilà, donc on apportera peut-être quelques éléments de discussion à la réalisation de cette 5e partie qui, finalement, enfin, actuellement, il y a déjà beaucoup de choses que font les professionnels qui sont effectivement dispersés dans plusieurs types de documents et qui pourraient peut-être permettre d'apporter suffisamment d'éléments à la certification. Je pense juste que la difficulté va être le rattacher à un professionnel. Mais… Tout à fait. C'est sûr. Très bien. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. On va passer à la partie expérientielle de l'accréditation des équipes. Merci beaucoup, Dr May. Alors, oui. Hop. Oui, l'onglet partage. Changer la présentateur. Étudier. Docteur Rivera. Je vois le message, merci. Alors, attendez. Hop. Vous voyez notre écran? Non, pas encore. Je ferme ici. Voilà. Mettez en diaporama. On le voit. Voilà. Très bien. On a mis en diaporama? Parfait. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour. C'est à vous. Donc, c'est à nous. Je me présente, je suis Virginie Béranger, je suis la cadre du service de chirurgie vasculaire et thoracique du centre hospitalier de la Côte Basque. Nous intervenons aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire puisque notre équipe est accréditée depuis 2021. Donc, je vais vous présenter notre service, l'équipe qui la compose, comment auprès de l'équipe paramédicale nous avons mis en place ce projet. Et ensuite, je laisserai la parole à deux soignantes de l'équipe, Gaëlle, une aide-soignante, et Samantha, une infirmière, qui feront leur retour d'expérience, qui le partageront avec vous.
Et après, le docteur Rivera vous présentera les démarches qu'elle a effectuées afin de valider notre accréditation en équipe. Donc, notre service est assez récent, il date de 2018, suite à une restructuration du pôle. Il a fallu à l'époque donc diminuer le nombre de lits d'hospitalisation afin de développer la chirurgie ambulatoire. Et nous avions initialement un service de 24 lits avec la spécialité gynécologie. Nous sommes passés à une unité de 13 lits. En nous délaissant de la gynécologie, nous avons gardé uniquement la vasculaire et la thoracique en spécialité, afin de nous spécifier un petit peu plus. Donc, les chirurgiens du service, il y a le docteur Florence Mazer, qui est chirurgien vasculaire et thoracique, le docteur Caroline Rivera, qui est chirurgien thoracique, et le docteur Alessandro Falchetti, qui est chirurgien vasculaire. Nous travaillons avec des médecins généralistes, les docteurs Larouille et Gavina. Au niveau de l'équipe paramédicale, il y a donc 6 infirmières de jour et 2 de nuit, et 6 aides-soignants de jour et 2 de nuit. On travaille en équipe pluridisciplinaire avec les anesthésistes et l'équipe de kinésithérapeutes. Une diététicienne est rattachée au service, Madame Valérie Laramendi. Nous avons également 2 amas et une assistante sociale rattachée au service. Donc, l'enjeu lors de la... Voilà, l'enjeu lors de la création de ce service, donc c'est une petite unité de 13 lits. Or, initialement, selon les chiffres, nous aurions eu besoin de 15 lits afin de pouvoir accueillir toute notre patientèle. Donc, il a fallu que nous travaillions sur l'amélioration de nos soins afin de pouvoir réussir à accueillir toute notre patientèle. Donc, pour ça, l'objectif, ça a été de travailler afin d'améliorer la qualité des soins du patient en périopératoire afin de diminuer les taux de complications post-op et les durées de séjour. Donc, les moyens, le projet que nous avons monté à la création du service, ça a été d'augmenter la spécificité des connaissances et des compétences de l'équipe paramédicale en l'impliquant dans ce projet. L'objectif était aussi de valoriser le travail de l'équipe et d'inscrire l'équipe dans la démarche qualité du service et de l'institution. Donc, le principe, ça a été de créer une formation individuelle personnalisée d'observation du parcours patient opéré, incluant l'intervention chirurgicale, pour chaque membre de l'équipe. Donc, le déroulé en pratique, la veille, le chirurgien devait présenter le cas du patient au soignant qui allait suivre l'intervention. Le jour J, le soignant venait le matin préparer le patient de la toilette pré-op, la dépilation. Ensuite, il accompagne le patient au bloc, reste avec lui dans le sas du bloc. Il assiste à l'intervention chirurgicale où le chirurgien lui explique en détail tout ce qu'il fait et les suites opératoires qui risquent de se passer. Et ensuite, le soignant accompagne le patient en salle de réveil, assiste à son réveil et à la prise en charge en post-op immédiate. Après, le chirurgien effectue un débriefing donc, de la prise en charge avec le soignant et discute des suites opératoires à prévoir. Dans les jours suivants, les soignants ont continué la prise en charge des patients auxquels ils ont assisté à l'intervention chirurgicale jusqu'à la sortie de l'hospitalisation. Et nous avons également un questionnaire qui permettait de recueillir à chaud le ressenti de l'aide-soignant ou de l'infirmière qui avait pu assister à l'intervention chirurgicale et de ce que ça avait pu lui apporter en termes de connaissances et de compréhension de la pathologie. Donc voilà ce que nous avons mis en place dans le service auprès de l'équipe. Maintenant, je vais laisser la parole à Gaëlle, aide-soignante du service, qui va partager avec vous son expérience lors de cette journée de bloc opératoire et de parcours patient. Bonjour à tous, je suis Gaëlle, une aide-soignante du service depuis 2016. Dans le cadre de la formation d'accréditation, j'ai pu assister à une intervention chirurgicale, une lobectomie pulmonaire par thoracotomie. Donc, je vais vous parler de ce qu'a pu apporter cette démarche d'accréditation au niveau des aides-soignants du service. Cette formation, elle nous a permis de prendre en soin globalement le patient. Dans un premier temps, avec le docteur Rivera, elle nous a parlé du dossier, on a présenté le dossier, expliqué. Ensuite, on a fait l'accueil du patient dans le service, on l'a préparé pour l'intervention et nous sommes descendus avec lui au bloc opératoire. Ça a permis de rassurer le patient, cet accompagnement. Le fait d'avoir assisté à une intervention chirurgicale, ça nous a permis de comprendre l'importance de notre rôle en pré- et post-opératoire et de faire les liens entre la théorie et la pratique.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus en difficulté pour répondre aux différentes questions du patient ou de leur famille. Les connaissances acquises nous permettent d'être plus aptes et on se considère plus à même à répondre. L'avantage d'avoir fait une certification d'équipe, c'est que pour nous, on a toute une même ligne de conduite. On travaille de la même façon. Tous les conseils, les techniques données aux patients sont identiques, ce qui instaure une relation de confiance entre lui et l'équipe. En tant qu'aide-soignant, le fait d'avoir participé à cette accréditation, on se sent valorisé, impliqué, considéré. Notre rôle ne concerne plus que les soins du quotidien. Voilà mon ressenti, celui de mes collègues aides-soignants. Et merci pour votre écoute. Je vais vous laisser la parole à Samantha, ma collègue infirmière. Merci. Bonjour, moi c'est Samantha, donc infirmière en chirurgie qui connaît la spécialité thoracique depuis 10 ans maintenant, et j'ai pu constater l'amélioration considérable de cette prise en charge de lobotomie et des suites opératoires. En complément de ma collègue, je vais essayer de partager une expérience un peu plus globale. Donc, dans un premier temps, il est intéressant de connaître le parcours du patient ainsi que les différents intervenants rencontrés par le patient durant celui-ci, qui sont tous eux-mêmes acteurs de cette accréditation. Cette accréditation, c'est quelque chose de fédérateur. Ça témoigne de la confiance des chirurgiens auprès de l'équipe qui porte le projet et qui a suscité la motivation globale de l'équipe soignante. On a tous travaillé à l'unisson vers un même objectif. Il y a un cadre qui a été posé et travaillé qui est la RAC, mais cela reste quelque chose de personnalisable et malléable en fonction des suites opératoires de chaque patient, et chaque patient devient acteur de celle-ci. Et il se sent entouré et rassuré. Voilà. Pour mon cas, j'ai vécu un cas particulier durant l'intervention. C'était une intervention où on ne pouvait dissocier le lobe moyen et le lobe inférieur. Du coup, il y a eu dû avoir plusieurs dissections de ce poumon pour trouver la jonction de l'artère à sectionner. Donc, dès le départ, nous savions les conséquences directes de cette fuite aérique du poumon. Alors, il faut toujours partir du postulat que l'intervention n'est pas un échec, mais que les suites opératoires et la durée et la cicatrisation va être plus longue. Du coup, cette explication au patient, il devient plus acteur pour la prise en charge de la suite. Au-delà de l'expérience individuelle, il y a l'expérience collective qui devient complémentaire, et cela peut se retranscrire sur tous les patients. Voilà, du coup, je vais laisser la parole au docteur Rivera. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Rivera. On a choisi de commencer cette présentation par un exemple concret du terrain, du type d'action menée dans le cadre de cette accréditation d'équipe. En pratique, comment on est venu à cette accréditation d'équipe? Au départ, nous étions 2 chirurgiens à être accrédités à titre individuel, et finalement, dans notre pratique quotidienne, tout ce qu'on fait, on le fait en équipe, donc ça c'est venu assez naturellement de travailler plutôt vers une accréditation en équipe qui pour nous avait plus de sens. Un 3e chirurgien nous a rejoint dans le service, donc c'est à ce moment-là qu'on a créé l'équipe dans le dispositif d'accréditation de l'HAS. Pour l'instant, il s'agit d'une accréditation monodisciplinaire, donc qui intéresse la chirurgie thoracique et vasculaire uniquement. On aurait le projet, bien sûr, d'aller plus loin et de pouvoir monter des collaborations d'accréditation d'équipe avec nos confrères pneumologues, par exemple, avec nos confrères anesthésistes également. On a pris le parti de s'orienter d'emblée vers une accréditation pluriprofessionnelle parce que pour nous, c'est là que l'accréditation avait du sens. Donc, l'objectif principal, c'est de réduire les risques associés aux soins, mais au fur et à mesure qu'on s'est lancé dans cette démarche,
on a constaté qu'il y avait des bénéfices secondaires, dont certains n'étaient pas très attendus pour nous, que je partagerai avec vous un petit peu plus loin. Donc, le docteur May nous l'a dit, c'est un dispositif volontaire de gestion des risques qui concerne les spécialités à risque dont nous faisons partie. Parfois, certains de mes confrères peuvent avoir une certaine réticence vis-à-vis de ce dispositif avec une image un peu erronée d'usine à gaz, de quelque chose de très compliqué. En pratique, notre philosophie a été de nous approprier la démarche et de mettre en place des actions qui nous correspondaient et qui correspondaient à nos besoins au quotidien de gestion des risques et d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, comme vous l'avez vu au travers de l'exemple concret qu'on vient de vous présenter. Donc, notre démarche, ça a été de mener une réflexion d'équipe sur les améliorations possibles. Et étant un service de chirurgie, on avait un versant d'amélioration technique et puis un versant d'amélioration non technique sur lesquels on avait moins d'expérience, peut-être moins d'habitude. En tout cas, c'est moins naturel pour une équipe de chirurgie de s'interroger sur les améliorations non techniques. Donc, on a mené un travail de fond sur plusieurs années. Là, je vous ai mis cet exemple concret. Alors, ça, c'est les procédures de lobectomie pulmonaire qu'on fait dans le service au fur et à mesure des années. Pourquoi j'ai mis cette intervention? Parce que pour nous, c'est une intervention phare, c'est le cœur de notre spécialité, la prise en charge du cancer bronchique. C'est également l'intervention, une des interventions les plus lourdes et donc associée à plus de risques pour le patient, d'où cet exemple. Je vous ai positionné là le Covid pour que vous ayez un petit peu un ordre d'idée d'où ça se situait dans la chronologie. Et puis, au fur et à mesure des années, on a apporté donc ces améliorations techniques et non techniques via la chirurgie mini-invasive, des dispositifs de drainage portables. Donc ça, c'est par exemple des éléments techniques. Mais il y a aussi eu tout un pan de travail non technique sur la standardisation, l'amélioration de l'information aux patients, un programme de renutrition complet dont on ne disposait pas au préalable. Et puis, vous voyez la chirurgie au robot assisté, des parcours de sevrage tabagique. Au fur et à mesure, tous ces éléments sont intriqués. Donc, c'est vraiment un continuum d'amélioration et de progression pour notre équipe. Au bout d'un an de chirurgie robot assistée, on a fait un bilan avec tous les intervenants de la filière de soins, à la fois en intra et en extra-hospitalier. C'est des rencontres qu'on a fait dans les locaux de l'IFSI, c'est pour ça que la petite étiquette est intitulée comme ça. Mais c'est de ces rencontres pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles qu'a germé l'idée de la formation d'équipe qu'on vous a présentée juste avant. Donc, finalement, c'est au travers de ces différentes améliorations qu'est venue assez naturellement se positionner l'accréditation d'équipe. Pour nous, ça a été également une façon de valoriser tout ce travail accompli et toute cette remise en question au fur et à mesure du temps. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'on a réussi à obtenir une réduction des durées de séjour, une réduction du taux de complications? Eh bien oui, et c'était donc bien là la finalité de tout ce process. Diminuer de 13% les complications de grade 3A et supérieur, pour nous, ça a été une vraie révolution dans le service parce que les patients vont beaucoup mieux, mais qu'effectivement, il y a moins de reprises chirurgicales opératoire, moins de d'hospitalisation en réanimation. Donc, ça recommandations, participer à des activités comme les RMM, les RCP, des formations. Le docteur May nous l'a expliqué. Et puis, chaque année, on fait notre bilan. Donc, ça veut dire qu'on mène une réflexion d'équipe pour dire qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, qu'est-ce qu'on a comme projet l'an prochain, où est-ce qu'on a rencontré des difficultés, où est-ce qu'on peut améliorer la qualité des soins.
tout ceci est tracé au travers de l'outil informatique mis à disposition par la Haute Autorité de Santé et qui nous permet au fur et à mesure de l'année de voir où on en est de nos objectifs et des éléments qu'on a à compléter pour pouvoir faire notre bilan annuel. C'est l'organisme agréé qui va contrôler la réalisation de ces obligations annuelles pour valider notre bilan et c'est la Haute Autorité de Santé qui va délivrer l'accréditation aux médecins ou à l'équipe dans notre cas. Et c'est ce petit diplôme qu'on a évoqué tout à l'heure qui, au-delà de la valeur symbolique, permet effectivement une certaine communication au sein de l'établissement et auprès des patients que nous prenons en charge. Finalement, l'accréditation pour nous d'équipe, ça a été une modification profonde de nos pratiques, mais aussi de notre vision de la démarche de soins, avec une prise en charge plus centrée sur la qualité autour du patient et une progression aussi dans nos connaissances et dans notre culture qualité. Bien sûr qu'en premier lieu, les bénéfices pour le patient. C'est bien pour ça qu'on est tous là cette semaine. La qualité et la sécurité des patients, en tout cas dans notre cas, en a été améliorée. Et puis, il y a des bénéfices pour l'équipe, mes collègues les ont évoqués, renforcer le travail d'équipe, favoriser l'investissement de chacun, reconnaître et valoriser le travail de chaque membre de l'équipe, augmenter les compétences des uns et des autres, à la fois d'un point de vue technique de notre spécialité chirurgicale, mais également nos compétences en termes de qualité et de sécurité des patients. Et ça, c'est une progression qu'on a eu tous ensemble et non pas chacun dans son coin. Et puis, les bénéfices pour l'institution, le docteur May l'a évoqué également. Grâce à notre accréditation d'équipe, on a contribué à la certification de notre établissement. Et puis, ça permet de renforcer la réflexion médicale au sein de l'établissement et d'augmenter également les échanges entre les différents services avec mes confrères des autres spécialités qui pourraient également être candidats à l'accréditation. Et puis, il y a eu des bénéfices secondaires qu'on n'attendait pas trop, qu'on n'avait pas anticipé. En réalité, cette notion de médecin accrédité, d'équipe accréditée, ce sont des informations qui sont publiques sur le site de la HAS et qui sont accessibles à tous, certes aux professionnels de santé, mais également aux patients et aux usagers. Et donc, on a gagné en visibilité de ce côté-là et on a à présent une image d'équipe accréditée et d'équipe investie sur la qualité et la sécurité des soins avec un fort niveau d'exigence et ça a donné lieu à des sollicitations extérieures comme la vôtre aujourd'hui, donc j'en profite pour vous remercier à nouveau de ça, mais c'est vrai que ça aussi c'est un élément fort pour encourager l'équipe et poursuivre nos projets. Nos projets, quels sont-ils? De maintenir une dynamique stimulante au sein de l'équipe, d'encourager l'intérêt professionnel de chacun et d'encourager les initiatives des uns et des autres au sein de notre équipe. Le fait d'être là aujourd'hui avec vous, et puis c'est une démarche qu'on a eue aussi au sein de notre établissement, on considère que du coup on a un rôle dans la promotion de cette accréditation parce que nous, on en a retiré quelque chose, nos patients également, et donc on aimerait faire de cette démarche une priorité pour tous. Et puis, nos projets pour l'année prochaine, c'est de faire participer les patients à notre projet et à l'amélioration de leur prise en charge. Je vous remercie. Je vous ai mis une petite photo, enfin des photos de notre équipe. Vous voyez qu'on est une petite équipe. Probablement que pour nous, ça a été aussi un atout pour mettre en place cette accréditation parce que ça a facilité le fait de se réunir pour travailler et construire des choses ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup et bien sûr, on est toutes les quatre à votre disposition pour répondre à vos questions avec plaisir. Donc, je pense que vous pouvez reprendre la main. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? On ne vous voit plus.
Hop, le son. Voilà, on est là. Donc, merci beaucoup, docteur Rivera, et toute votre équipe pour cette présentation. Alors, je pense qu'il faudrait que quelqu'un de chez vous coupe un micro, peut-être. Là, on est en double écho. On est en écho. Alors, on voit mon écran. Donc, est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions peut-être parmi les participants inscrits au webinaire qui se sont connectés. Alors, on a une question qui est plus spécifiquement sur la certification. Est-ce que les établissements qui n'ont pas d'activité dite à risque sont concernés par le critère avancé 3706? Donc ça, c'est pour Laetitia, mais… Ben non, malheureusement, j'allais dire, forcément, ça va de soi. C'est un critère avancé qui n'est pas… Et vous savez que en fonction de l'établissement de santé, aujourd'hui, la visite de certification est adaptée au profil de l'établissement de santé. Donc, ce critère avancé n'a de sens que pour les établissements qui ont des activités dites à risque. Par exemple, un soin de suite réadaptation aujourd'hui n'est pas concerné, par exemple. Voilà. Très bien. Donc, même ceux qui voudraient vraiment s'engager ne pourraient pas. Non, malheureusement, on a même, pour tout vous dire, on a même aujourd'hui, d'abord, la liste des spécialités à risque, elle est réglementaire, hein, il y a un arrêté qui la définit. Et donc, tant que déjà, il n'y a pas cette liste-là, premièrement. Deuxièmement, il faut un organisme agréé. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a des ophtalmologues, des chirurgiens ophtalmologues qui tapent à la porte parce qu'ils ont envie d'être accrédités. Et aujourd'hui, comme on n'a pas d'organisme agréé qui est capable de faire le lien entre eux et nous, eh ben, on ne peut pas les accréditer. Donc, il faut deux conditions. Il faut vraiment que ça soit inscrit aujourd'hui dans cette liste. Alors, dans le rapport dont je vous ai parlé, le rapport MIA sur le déploiement de l'accréditation, il y a des hypothèses d'étendre le périmètre de l'accréditation, mais ce n'est pas encore aujourd'hui que ça sera fait. Oui. Mais donc voilà, il faut d'abord cette liste et deuxièmement un organisme agréé. D'accord, très bien. Alors attendez, je suis en train de me battre avec les questions. Oui, des choses qui apparaissaient tout à l'heure qui n'apparaissent plus. Il y a le docteur Maillet à Dax qui, je crois, a posé la question de savoir si participer à une RMM ou réaliser une RMM permettait de valoriser la déclaration d'un EIAS. Je crois que ce sont ces termes. Alors, je ne comprends pas forcément bien la question. Donc, dans le cadre je redis juste, dans le cadre de l'accréditation, les médecins ou les équipes accréditées choisissent les événements qu'ils ont envie de déclarer dans le système d'information de l'accréditation des médecins. Donc, quand c'est en équipe, on demande à ce que chaque médecin rapporte un EIAS au sein de l'équipe pour l'analyser collectivement et Caroline pourra de redonner un exemple très concret là-dessus. Et après, il y a quand c'est une petite équipe, donc là par exemple avec 3 chirurgiens, ils ont au moins 3 événements à déclarer et la condition dans une équipe, c'est que ça soit analysé en RMM. L'inverse ne serait pas vrai, c'est-à-dire une RMM qui concernerait, je ne sais pas moi, un autre chirurgien, une autre équipe, c'est pas ce qu'on demande dans l'accréditation. Dans l'accréditation, on choisit des événements qui arrivent aux médecins qui sont accrédités. C'est ce qui arrive dans leur pratique, c'est leur événement indésirable. Je ne sais pas si je réponds bien à la question.
On ne retrouve pas les questions. Bon, on a perdu le chat. Oui, peut-être parce qu'on a dépassé le temps du webinaire. Est-ce que c'était prévu pour 1 heure? Je ne sais pas. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est comment vous avez pu évaluer, est-ce que vous avez la perception d'une meilleure prise en charge et le retour des patients par rapport à cette prise en charge. Donc ça, c'est pour Bayonne, cette question. Comment vous avez pu mesurer ça? Et est-ce que vous avez fait un travail, du coup, ou est-ce que vous comptez faire un travail avec les représentants d'usagers, justement pour cette amélioration de la prise en charge et le rapport qu'ils pourraient faire dans ce circuit du patient? Alors, on a commencé à travailler sur ce sujet, notamment pour pouvoir faire une présentation en congrès, effectivement, sur le vécu de l'expérience de soins par le patient. Donc, une infirmière de notre service qui n'est pas présente aujourd'hui a mené un travail d'interrogation des patients. Donc, on avait toute l'équipe soignante a travaillé sur ça, donc avec un questionnaire que l'équipe avait mis en place. Donc, pas un questionnaire pour l'instant validé scientifiquement, mais sur le modèle des PROM et des PREM afin d'essayer de faire une évaluation par le patient. Donc, on a recueilli ces réponses. On a effectivement objectivé une satisfaction importante des patients et ce que vous ont exposé mes collègues tout à l'heure, le fait qu'il y a une cohérence dans le discours des soignants, quelle que soit la profession du soignant, de l'équipe. On tient tous le même discours et on est tous sur la même longueur d'onde dans la relation avec le patient et dans les réponses qu'on lui apporte. Après, on souhaiterait, avec notre directrice de la qualité qui vient de nous quitter malheureusement, faire un travail avec les usagers de l'hôpital et on aimerait aller un petit peu plus loin sur cette thématique. C'est vraiment des choses qui, pour nous en tout cas, en tant que chirurgien, ne fait pas du tout partie de notre formation initiale. Donc, on n'a pas du tout cette culture-là. C'est vraiment des choses qu'on découvre ces dernières années et qu'on découvre en fait au contact de nos équipes soignantes qui, elles, je pense, sont beaucoup plus sensibilisées à ça que nous. Alors, je ne sais pas, Sam, si tu as l'impression que la première partie de la question, c'était est-ce qu'il y avait une amélioration du ressenti du patient, je pense. Oui. De l'expérience du patient. Mais c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure un petit peu, c'est que du coup, d'être formé comme ça, c'est qu'on peut expliquer aux patients, par exemple, comme je vous parlais tout à l'heure de la fuite aérique, pour eux de suite, c'est un échec de l'intervention. Mais de fait de leur expliquer ça, que du coup, ça peut allonger un petit peu leur durée d'hospitalisation, eux aussi deviennent acteurs de tout ça. Ils ont compris, ils se sont embarqués en fait dans l'équipe et dans leur prise en charge eux-mêmes. Donc ils vont tous, quand on est dans la RAC, donc avec le kiné, ils vont devenir acteurs, ils vont comprendre pourquoi le but du kiné. Là on a les pédaliers, ils vont comprendre pourquoi la rééducation avec le pédalier. Donc finalement tout ça effectivement améliore la prise en charge et les suites opératoires. Comme je vous ai dit, ça fait 10 ans que moi que je connais la chirurgie thoracique. Du coup, j'ai pu vraiment constater l'amélioration. Avant, c'était vraiment où des patients, on avait plus de risques, mais ils allaient déjà en réanimation. Ils étaient vraiment des fois plus de risques à retourner en réanimation. On leur faisait des soins beaucoup plus techniques. Par exemple, comme j'ai discuté l'autre jour, on faisait beaucoup plus de gazométrie. Maintenant, avec les VNI, avec la réhabilitation, avec le kiné, tout ça, il y en a beaucoup moins. Donc, mais tout ça, les patients, maintenant, en plus, en étant acteurs, avant, ils se laissaient un peu, comme tout usager, se laisser porter par nous, les soignants. Mais maintenant, ils sont avec nous, ils travaillent avec nous pour une meilleure prise en charge et une meilleure suite opératoire. En fait, alors dites-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que parce que vous avez augmenté aussi votre connaissance
de la pratique et de la sécurité, de ce qui met en sécurité, de ce qu'on fait aux patients parce que vous travaillez en équipe. Du coup, vous êtes monté d'un cran là-dessus. Donc, vous faites part aussi aux patients et vous avez tous le même discours sur sa prise en charge. C'est bien ça. Et donc, du coup, lui est plus partie prenante parce qu'il a l'impression d'être lui aussi à ce même peut-être niveau de connaissance ou en tout cas parce qu'on l'inclut dedans. C'est ça? C'est ça. Ok, bah c'est très intéressant. Ça renforce beaucoup aussi la relation avec le patient, bien sûr, parce que du coup, ça augmente le niveau de confiance entre le patient et l'équipe. On a vraiment l'impression que parce que vous fonctionnez désormais plus en équipe, que le patient est inclus dans cette équipe. Oui. On le voit vraiment avec votre témoignage. Et du coup, vous êtes déjà très en avance parce qu'en fait, vous faites déjà le pilier relation patient, il est déjà tout rempli pour l'équipe. Hein. Tout à Il ne fait. reste plus grand-chose pour faire le nouveau programme. Donc, c'est bien de donner aussi des idées à votre organisme agréé. Hein. J'espère qu'ils sont au courant. Parce que typiquement, pour moi, ça coche la case du programme. Donc, il ne reste pas grand-chose pour faire le nouveau programme. Le fait de travailler tous ensemble, c'est vrai que ça génère une certaine émulation qui fait qu'on va un peu au-delà de ce qu'on imaginait comme objectifs initiaux. Et c'est ça ce que je voulais formuler quand je disais s'approprier le dispositif. C'est que finalement, il y a cette proposition de méthodologie de l'HAS et libre à chacun de prendre ce cadre et d'en faire quelque chose qui lui correspond et qui correspond à son domaine d'activité, à sa taille d'équipe, à sa pratique quotidienne, à son volume d'activité, par exemple. Et je pense que c'est à chacun de s'approprier le dispositif pour qu'il ait un sens. Et vous l'avez tout à fait, très très bien montré. Et on vous est très reconnaissante de ça justement parce que vous avez montré cette appropriation, cette adaptation. Qu'est-ce qu'on fait avec un dispositif? Comment on s'en empare et comment on le modèle comme on en a envie, tout en respectant le cadre. Donc c'est vraiment, on vous remercie vraiment énormément. Donc merci à tous. Donc, on va clôturer ce webinaire. Nous sommes un petit peu très en retard. Comme dirait Jamel Debbouze, on est un petit peu très en retard. Et donc, merci beaucoup vraiment pour votre participation. Donc, on vous dit à très bientôt. Pour ceux qui sont restés, donc, eh bien, merci d'être restés. Et puis donc, ce webinaire est téléchargeable. Ou en tout cas, il peut être revu sur le site du CK. Et donc, n'oubliez pas le reste des webinaires et retours d'expérience qui sont faits tout le long de cette semaine sécurité des patients et dont notamment vendredi, le webinaire sur expérience patient et accréditation des équipes et des médecins. Voilà, donc merci beaucoup à tous d'avoir participé et d'avoir été avec nous pour ce webinaire. Merci, à bientôt. Beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.